Qui n'a jamais traversé une pièce pour oublier complètement ce qu'il venait y faire, ou chercher désespérément ses lunettes alors qu'elles étaient tout simplement posées sur son nez? Bien sûr, ces petites tracas nous arrivent à tous. Généralement, on met ça sur le compte de la fatigue, du stress ou de la simple distraction. Mais et si ces moments n'étaient pas de simples anecdotes amusantes, et s'ils étaient en réalité les premiers signaux subtils et discrets d'un problème beaucoup plus sérieux? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 20 habitudes ou changements de comportement, a priori sans gravité, qui pourraient être des signes avant-coureurs de la démence. Certains vont vous surprendre car ils ne sont absolument pas liés à la mémoire telle qu'on l'entend habituellement. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre ce à quoi il faut vraiment faire attention pour protéger votre cerveau et aider à temps vos proches. Prêt à faire le point? Alors, c'est parti. Avant de passer à la liste, il est essentiel de clarifier ce qu'est la démence. Beaucoup pensent à tort qu'il s'agit simplement d'une grosse fatigue ou de la sénilité classique. En réalité, c'est une notion bien plus vaste. La démence n'est pas une maladie spécifique, mais un terme générique décrivant un syndrome. Ce syndrome provoque la dégradation de la mémoire, de la pensée, du comportement et de la capacité à effectuer les tâches quotidiennes. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur sophistiqué et la démence comme un virus qui attaque progressivement son système d'exploitation. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, représentant 60 à 70% des cas. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la démence n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, insidieusement. Ces premiers signes sont souvent pris pour des traits de caractère, ou bien sont mis sur le compte du stress ou de l'âge. C'est pourquoi un diagnostic précoce est crucial. Plus tôt nous identifierons ces signaux, plus nous aurons de temps pour ralentir le processus et nous adapter au mieux à ces changements. Commençons par le premier signe, souvent l'un des plus révélateurs, la difficulté à accomplir des tâches qui nous sont pourtant très familières. Il ne s'agit pas ici d'apprendre quelque chose de nouveau, non, mais bien d'avoir des problèmes avec ce que l'on fait sur pilote automatique depuis des années. Imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, a préparé un excellent plat familial, une recette qu'il connaît par cœur, et voilà qu'il commence soudain à confondre l'ordre des ingrédients, oublie un élément essentiel ou reste figé longuement, désemparé, devant sa casserole. Ou encore un conducteur chevronné qui se perd sur le trajet habituel pour se rendre à la maison de campagne, un chemin qu'il a pourtant emprunté des centaines de fois. Cela peut également se manifester par des difficultés plus mineures, avoir du mal à utiliser la télécommande qui était encore simple hier ou ne plus savoir comment faire fonctionner la machine à laver. Le point crucial ici, c'est l'atteinte de ce qu'on appelle la mémoire procédurale, celle qui gère nos habitudes et nos automatismes. Lorsque ce système commence à vaciller, des actions simples, faites machinalement, demandent soudain un effort mental considérable. Ce n'est pas une simple distraction ou une petite étourderie, c'est le signe que le cerveau commence à perdre sa capacité à coordonner des séquences d'actions complexes. Le deuxième signe qui doit nous alerter, ce sont les difficultés à organiser et à accomplir des tâches complexes. Notre cerveau planifie sans cesse, que ce soit pour faire une simple liste de courses ou pour élaborer un projet de travail compliqué, nous faisons constamment appel à cette faculté. Dans le cas d'une démence précoce, cette capacité essentielle, que l'on appelle la fonction exécutive, commence à faiblir. Il devient alors difficile d'établir un plan d'action clair et surtout de le suivre jusqu'au bout. Prenons un exemple concret, la gestion du budget mensuel. Soudain, il peut devenir compliqué de payer ses factures à temps, de faire le suivi des dépenses, de s'assurer que tout est équilibré. Ce qui était une simple routine se transforme en un véritable casse-tête insurmontable. Un autre cas typique, c'est essayer une nouvelle recette de cuisine. Cela demande de la concentration, la capacité de suivre des instructions étape par étape et de gérer plusieurs actions en même temps. Or, une personne avec des troubles cognitifs légers risque de se perdre dès la deuxième ou troisième étape de la recette. Même les jeux de stratégie qui demandent de l'anticipation, comme les échecs ou certains jeux de cartes complexes, comme le bridge,
peuvent subitement devenir beaucoup trop difficiles à gérer. Il est crucial de faire la distinction avec la simple fatigue. Si, de temps en temps, vous n'avez pas envie de vous occuper de vos papiers après une longue journée, c'est tout à fait normal. Mais si cette incapacité à se concentrer sur les chiffres ou à suivre un plan d'action devient chronique et persistante, alors il y a vraiment lieu de s'inquiéter et de consulter. Le troisième signe, et celui-ci est souvent évident pour l'entourage, c'est la désorientation dans le temps et dans l'espace. Attention, c'est bien plus grave que d'oublier quel jour de la semaine on est, ce qui nous arrive à tous, surtout quand on est en vacances ou en week-end. Au premier stade de la démence, la personne peut perdre la notion non seulement des jours, mais aussi des mois, voire même des saisons. Il pourrait, par exemple, vouloir préparer Noël en plein été ou attendre son bus un dimanche, sans se rendre compte que les horaires sont différents. La désorientation spatiale, quant à elle, se manifeste de manière encore plus inquiétante. La personne peut s'égarer dans un lieu pourtant familier, son propre quartier, un grand magasin qu'elle connaît par cœur, ou même chez elle, ayant du mal à retrouver le chemin de la chambre à la cuisine. On peut la voir rester longtemps dans la rue, pétrifiée, essayant désespérément de comprendre où elle est et dans quelle direction elle doit aller. Ceci s'explique par le fait que les zones du cerveau responsables de la création et de l'utilisation de nos cartes mentales internes commencent à s'atrophier. Naturellement, ces épisodes provoquent un stress intense, de la peur et une grande confusion chez la personne. Elle aura alors tendance à éviter de sortir de chez elle seule. Abordons maintenant un point qu'on n'associe pas toujours directement au bon fonctionnement du cerveau: les difficultés liées à la perception des informations visuelles. Nos yeux peuvent être en parfaite santé, voire très bien, mais le cerveau, chargé de traiter cette image reçue, commence à dysfonctionner. La personne a alors du mal à évaluer les distances, à distinguer correctement les couleurs ou à reconnaître les contrastes. Cela peut engendrer de réels problèmes, notamment lors de la conduite. Il devient par exemple difficile de calculer la distance de sécurité avec la voiture de devant, ou de remarquer à temps la présence d'un piéton. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de façon plus anodine. La personne peut renverser son café en posant la tasse à côté de la table ou trébucher sur un sol plat simplement parce qu'elle a mal évalué la hauteur d'une marche. Un autre aspect très important, ce sont les difficultés à reconnaître les visages. La personne peut ne plus identifier des connaissances de longue date ou même des membres de sa famille élargie. Dans les cas plus graves, elle peut même ne pas reconnaître son propre reflet dans le miroir, le prenant pour un étranger. Attention, tout cela n'a rien à voir avec un problème de vue classique qu'on pourrait corriger avec des lunettes. Il s'agit uniquement d'un problème d'interprétation des signaux visuels par le cerveau. Par conséquent, si un proche se plaint de sa vue, mais que l'ophtalmologiste ne trouve aucune anomalie, il est crucial d'évaluer également ses autres fonctions cognitives. Cinquièmement, on observe l'apparition de difficultés liées au langage, qu'il s'agisse de l'expression orale ou écrite. Bien sûr, il nous arrive à tous d'oublier un mot et de dire « Comment dit-on déjà ? Ah, mais vous savez cette chose !» Mais dans le cas de la démence précoce, ce phénomène devient beaucoup plus fréquent et touche même le vocabulaire le plus courant, le plus usuel. La personne s'arrête souvent en pleine phrase, cherchant désespérément le nom d'un objet simple, comme une cuillère ou les clés. Elle va alors remplacer le mot manquant par une description. Par exemple, au lieu de dire « passe-moi la cuillère », elle dira « donne-moi cet ustensile pour manger la soupe ». Le débit de parole devient moins fluide, haché de longues hésitations et de silences. De plus, il devient difficile de suivre le fil d'une discussion, surtout quand plusieurs personnes parlent en même temps. La personne doit souvent faire répéter, perd le fil de ses idées ou donne des réponses qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Cela s'explique par le fait que les centres du langage dans le cerveau commencent à être affectés. Les difficultés s'étendent aussi à l'écrit. L'écriture devient illisible, le texte est truffé de fautes de grammaire ou d'orthographe qui n'existaient pas auparavant. Il devient très difficile de structurer ses pensées sur papier, même pour rédiger une simple carte de vœux ou une courte note. Abordons maintenant le sixième signe. Il s'agit de la perte fréquente d'objets.
mais surtout de l'incapacité à retrouver le fil de ses actions pour les localiser. Égarer ses clés ou son portable, ça arrive à tout le monde. Normalement, on refait le chemin en pensée. Je suis rentré, j'ai posé mon sac là, donc les clés doivent être dans le coin. Quelqu'un qui présente un début de trouble cognitif perd cette faculté. Il devient incapable de reconstruire la suite logique des événements. Mais cela va plus loin. Les objets se retrouvent dans des endroits absolument illogiques. La télécommande dans le réfrigérateur, le portefeuille dans une casserole, par exemple. Ceci n'est pas le fruit de la simple étourderie, mais bien une altération du raisonnement logique. Avec le temps, cette situation peut dégénérer en méfiance. La personne incapable de remettre la main sur ses affaires va alors accuser son entourage de vol. Elle peut être sincèrement convaincue que les voisins ou même les proches cachent ses lunettes ou son passeport volontairement. Cette situation devient malheureusement une source de conflits et de rancœur permanente au sein de la famille. Pourtant, la cause est bien un trouble cognitif et non une mauvaise intention de la part des proches. Le 7e signal d'alarme, c'est une baisse significative du sens critique et de la capacité de jugement. Attention, c'est l'un des signes les plus dangereux, car il peut mener à de très sérieuses conséquences. La personne voit son système de valeurs se modifier et sa capacité à évaluer une situation adéquatement est altérée. Par exemple, elle pourrait être facilement victime d'escrocs ou d'arnaqueurs, donnant toutes ses économies pour un médicament miracle, ou se laissant berner par des tentatives de fraude téléphonique. Sa capacité de gestion financière chute brutalement. La personne peut faire des achats impulsifs et irréfléchis, dépensant de grosses sommes pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce manque de jugement se manifeste également dans la vie de tous les jours. Elle peut s'habiller de façon inappropriée, en décalage total avec la météo, sortir par grand froid en simple chemise, ou mettre un manteau d'hiver alors qu'il fait très chaud. Elle peut aussi négliger son hygiène personnelle, estimant que ce n'est pas nécessaire. De même, la personne peut commencer à dire des choses déplacées en société, sans réaliser que ses paroles pourraient offenser ou choquer les autres. Il lui devient difficile d'évaluer le contexte social. Attention, ce ne sont pas des caprices ou une envie d'énerver l'entourage, c'est la conséquence directe du fait que les zones du cerveau responsables de l'autocontrôle et de l'analyse des conséquences fonctionnent tout simplement moins bien. Le 8e signe sur notre liste est le repli social. Pensez à cette personne qui était toujours très entourée, qui adorait être le bout-en-train, rencontrer ses amis, aller aux fêtes ou même fréquenter un club de loisirs. Soudain, elle se cloître à la maison, elle se met à refuser toutes les invitations, trouvant toutes sortes de prétextes, la fatigue, une petite baisse de forme, des choses urgentes à faire, mais en réalité, la cause est souvent beaucoup plus profonde. D'abord, comme nous l'avons évoqué, il lui devient difficile de soutenir la conversation. La personne a peur d'avoir l'air ridicule, d'oublier un mot simple ou de perdre complètement le fil de la discussion. Ensuite, un groupe bruyant ou trop de sollicitations en même temps peuvent provoquer une surcharge mentale et la plonger dans un état de confusion ou de désarroi. Et troisièmement, il peut tout simplement perdre l'intérêt pour ce qui lui procurait du plaisir auparavant. Le loisir favori, que ce soit la pêche, le tricot ou la guitare, est subitement abandonné. On arrête de suivre les résultats de son équipe sportive préférée, même si avant on ne ratait aucun match. Cet isolement social est un signal d'alarme extrêmement inquiétant. Non seulement c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas, mais en plus cela aggrave la situation. Il ne faut pas oublier que l'échange, la communication et l'activité intellectuelle sont des clés essentielles pour entretenir la vivacité de notre cerveau. Le 9e signe, et souvent le plus douloureux pour les proches, c'est l'apparition de changements radicaux dans l'humeur et la personnalité. La personne que vous avez connue toute votre vie peut devenir méconnaissable. Le membre de la famille, autrefois calme et bienveillant, peut se montrer soudain irritable, méfiant, voire même agressif. Il peut facilement se sentir confus, bouleversé ou pleurer sans raison apparente. On observe souvent l'apparition d'une anxiété ou d'une peur injustifiée. Cette personne peut commencer à avoir peur de rester seule à la maison ou de sortir.
La méfiance est aussi un trait caractéristique. Elle peut cacher des objets, accuser ses proches de conspirer contre elle. Parfois, ces changements de personnalité se manifestent par une perte d'empathie. La personne devient égocentrique, indifférente aux sentiments et aux préoccupations des autres, même de ses proches. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas un simple défaut de caractère ou un caprice, c'est la conséquence directe de changements organiques dans le cerveau, particulièrement au niveau des lobes frontaux, responsables du contrôle des émotions et du comportement social. Ces modifications sont douloureuses, non seulement pour l'entourage, mais aussi pour la personne elle-même qui, souvent, ne parvient pas à comprendre ce qui lui arrive. Le 10e point, bien que relié au précédent, mérite que nous nous y attardions. Il s'agit de l'apathie et de la perte d'initiative. La personne concernée perd tout intérêt pour son environnement et le quotidien. Peu importe ce qu'il y a au menu, quel film regarder, ou même où aller se promener. On peut la voir passer des heures assise dans un fauteuil, le regard fixé dans le vide, ou zapper sans but devant la télévision. Les choses qui lui procuraient du plaisir autrefois, comme parler avec les petits-enfants, jardiner ou lire un livre, ne la réjouissent plus. Pour entamer la moindre action, même la plus simple, prendre une douche ou préparer son repas, par exemple, elle a besoin d'une impulsion, d'un énorme effort de volonté venu de l'extérieur. Il faut constamment la stimuler, la pousser et la motiver. Vu de l'extérieur, cela peut facilement être confondu avec de la paresse, voire une véritable dépression. Et, de fait, l'apathie est bien l'un des symptômes classiques de la dépression. Cependant, dans le contexte de la démence, son origine est différente. Ce n'est pas tant un état dépressif ou une tristesse profonde que la perte de la motivation intrinsèque de ce que nous pourrions appeler le moteur qui nous pousse à agir. Cette perte est causée par un dysfonctionnement des connexions cérébrales, précisément dans les zones du cerveau responsables de la fixation des objectifs et du système de récompense. Le 11e signe, ce sont les difficultés croissantes à comprendre les idées complexes et la pensée abstraite. Notre cerveau n'est pas seulement capable d'opérations concrètes, il gère aussi les abstractions, l'humour, les métaphores ou le sarcasme. Au début de la démence, cette capacité commence à s'estomper. La personne peut cesser de comprendre les plaisanteries, prenant tout au pied de la lettre. Elle risque de se vexer suite à une remarque ironique, la considérant comme une vérité absolue. Il devient difficile pour elle de saisir le sens figuré des proverbes ou des expressions idiomatiques. Ce trouble se manifeste également par des difficultés à appréhender les documents financiers ou juridiques qui exigent d'analyser et de comparer des faits. Par exemple, décortiquer les modalités d'un compte bancaire ou comprendre le mode d'emploi d'un nouvel appareil peut devenir une tâche insurmontable. La personne peut aussi avoir du mal à généraliser l'information. Si on lui demande de nommer d'un seul mot une chaise, une table, une armoire, elle pourrait rester désorientée, incapable de parvenir au concept de meuble. Cela s'explique par le fait que les zones du cerveau responsables des fonctions cognitives supérieures sont parmi les premières à se dégrader. 12e point, un symptôme souvent très irritant mais qu'il faut absolument surveiller, c'est la répétition des mêmes questions ou des mêmes histoires. La personne peut vous demander l'heure, puis, 5 minutes plus tard, vous reposez la même question comme si elle n'avait jamais entendu la réponse. Ou bien elle peut vous raconter plusieurs fois la même anecdote de jeunesse au cours d'une seule conversation. C'est un signe évident d'une altération de la mémoire immédiate ou mémoire à court terme. Le cerveau n'enregistre plus les nouvelles informations. Pour la personne, la question ou le récit semble donc nouveau à chaque fois. Il est essentiel de faire la distinction avec la simple habitude des personnes âgées de reparler de leurs histoires favorites. Dans le cas de la démence, la répétition survient très rapidement et la personne n'a absolument aucun souvenir d'en avoir déjà parlé. Elle n'essaie pas de vous fatiguer ou de vous ennuyer, elle ne se rend sincèrement pas compte qu'elle se répète. Une réaction patiente et douce de la part des proches est primordiale dans cette situation, même si cela peut s'avérer incroyablement difficile. L'agacement ou les disputes, par exemple dire « mais tu me l'as déjà raconté », ne feront qu'augmenter son stress et sa confusion.
Passons au 13e point, qui aborde un sujet particulièrement délicat, la négligence de l'hygiène personnelle et de l'apparence. Une personne qui a toujours été méticuleuse et soucieuse de sa propreté peut soudainement cesser de s'occuper d'elle-même. Elle peut porter les mêmes vêtements pendant des semaines, refuser catégoriquement de prendre une douche ou même de se brosser les dents. Souvent, une mauvaise odeur s'installe. L'intérieur, autrefois impeccable, peut tomber dans l'oubli et le désordre. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, l'apathie et la perte de motivation lui ôtent l'énergie et l'envie de s'occuper de son corps. Deuxièmement, la personne peut tout simplement oublier qu'elle doit se laver ou mettre des vêtements propres. Troisièmement, cet oubli est très souvent lié à la dépression, un trouble qui accompagne fréquemment la démence. Et quatrièmement, la simple séquence des gestes, se déshabiller, régler l'eau, se laver, s'essuyer, se rhabiller, devient pour elle une tâche trop complexe, générant de la confusion et de la détresse. L'entourage a souvent tendance à interpréter cela comme de la paresse ou une forme de protestation. Mais en réalité, c'est un signe diagnostique crucial. Il indique clairement que la personne n'est plus en mesure d'assurer les gestes fondamentaux de son hygiène et de son entretien personnel. Le 14e signe, et celui-ci pourrait vous surprendre, concerne les changements très nets dans la façon de manger. Le plus souvent, chez les personnes qui sont au début d'une démence, surtout certaines formes, on observe une très forte attirance pour le sucre. Quelqu'un qui n'aimait pas spécialement les desserts va se mettre à consommer des quantités astronomiques de bonbons, de pâtisseries ou de biscuits. Cela s'explique par des modifications dans la zone du cerveau qui gère l'appétit et la sensation de satiété. Mais d'autres changements peuvent aussi survenir. Par exemple, la personne oublie qu'elle vient de manger et réclame un repas peu de temps après. Ou, à l'inverse, elle peut perdre totalement l'intérêt pour la nourriture et commencer à beaucoup maigrir. Certains, et c'est un symptôme dangereux qu'on appelle le pica, peuvent même commencer à ingérer des objets non comestibles. Les préférences gustatives sont également bouleversées. Les plats favoris peuvent provoquer du dégoût, tandis que des aliments qu'on n'aimait pas du tout deviennent soudain très recherchés. Ces bouleversements alimentaires ne sont pas seulement un symptôme, ils peuvent aussi aggraver l'état général. En effet, une alimentation déséquilibrée a un impact très négatif sur l'ensemble de l'organisme, y compris le bon fonctionnement de notre cerveau. Le 15e signe concerne les difficultés d'adaptation au changement. Nous sommes tous, à des degrés divers, des créatures d'habitude. Nous nous sentons bien lorsque les choses se déroulent selon un scénario connu et nos repères habituels. Cependant, pour une personne qui présente une démence débutante, la moindre variation, même minime, peut devenir une source de stress intense, voire de panique. Une simple rupture de la routine quotidienne, un déplacement dans un nouvel environnement, la visite d'amis ou même le fait de changer la place des meubles dans une pièce peuvent suffire à la déstabiliser complètement. La routine, la prévisibilité et un environnement familier deviennent alors absolument vitaux pour elle. Les changements soudains exigent du cerveau une grande souplesse, la capacité d'analyser rapidement de nouvelles informations et de prendre des décisions. Or, ce sont précisément ces fonctions qui sont affaiblies par la démence. C'est pourquoi la personne s'accroche instinctivement à tout ce qui lui est familier, comme à une bouée de sauvetage. Si vous constatez que votre proche devient extrêmement rigide, qu'il refuse toute nouveauté et qu'il s'agite fortement dès que quelque chose ne se déroule pas comme prévu, cela peut indiquer un déclin de ses capacités cognitives d'adaptation. Le 16e signe que nous abordons concerne la sphère émotionnelle, c'est la perte d'empathie. L'empathie, cette capacité fondamentale à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions profondes et à voir une situation à travers son regard, est une fonction cérébrale très complexe. Dans le cadre de la démence et particulièrement dans le cas de la démence frontotemporale, cette faculté peut s'éteindre progressivement. La personne concernée devient alors plus égocentrique, parfois insensible et indifférente aux difficultés et aux souffrances de ses proches. Elle pourrait par exemple faire une remarque déplacée ou cruelle à quelqu'un qui est en détresse, ou
ignorer des signes manifestes que ses paroles ou ses actions provoquent de la peine. Il devient très difficile pour elle de décoder les signaux sociaux subtils, les expressions du visage, le langage corporel ou l'intonation de la voix. Elle pourrait ne pas réaliser que son interlocuteur est bouleversé ou qu'il est pressé. Attention, cela ne signifie pas que la personne est devenue méchante ou mauvaise. Cela signifie simplement que les réseaux neuronaux, qui sont responsables de l'intelligence sociale et de la réponse émotionnelle adéquate, ont été endommagés. Cette disparition de l'empathie est souvent perçue comme une épreuve particulièrement douloureuse pour la famille, car elle vient briser le lien affectif et la compréhension naturelle qui existait avec l'être cher. Le 17e point concerne les comportements impulsifs ou socialement inappropriés. Les lobes frontaux de notre cerveau fonctionnent comme un véritable frein. Ce frein est essentiel, car il contrôle nos impulsions et nous aide à agir en respectant les normes sociales. Lorsque ces zones sont touchées par la démence, ce frein lâche. La personne peut alors devenir désinhibée et très impulsive. Par exemple, elle pourrait dire des grossièretés ou des compliments déplacés à des inconnus, faire de petits vols dans un magasin sans comprendre la gravité de l'acte, ou se montrer excessivement familière en public. La désinhibition sexuelle est également une manifestation possible. Elle peut se traduire par des remarques ou des gestes obscènes. Ce genre de comportement choque et met mal à l'aise l'entourage, mais il est crucial de se souvenir que la personne ne le fait pas exprès. Elle perd la capacité de se contrôler et d'évaluer la pertinence de ses actions. C'est la maladie qui s'exprime à travers elle. La réaction appropriée n'est pas de la gronder ou de la faire culpabiliser, mais plutôt de détourner doucement son attention et de l'éloigner de cette situation délicate. Le 18e signe, ce sont les problèmes de sommeil. Les troubles du sommeil sont très fréquents en cas de démence et ils peuvent même se manifester bien avant que les problèmes de mémoire ne deviennent évidents. La manière dont cela se manifeste varie beaucoup. Chez certains, c'est l'insomnie qui prédomine. Ils ont du mal à s'endormir, se réveillent fréquemment pendant la nuit et se lèvent aux aurores. D'autres, à l'inverse, souffrent d'une somnolence excessive pendant la journée. Mais le symptôme le plus typique, c'est ce qu'on appelle le syndrome du crépuscule. Le soir, lorsque la nuit tombe, la personne devient de plus en plus agitée, anxieuse, confuse et peut même se montrer agressive. Elle peut se mettre à errer sans but dans la maison ou essayer de sortir dehors. Les chercheurs n'ont pas encore percé tous les mystères de ce phénomène, mais ils pensent qu'il est lié à un dérèglement de l'horloge interne du corps, causé par les lésions cérébrales. Ces troubles du sommeil épuisent non seulement le malade lui-même, mais aussi et surtout les aidants, car les nuits se transforment alors en une veille permanente et exténuante. Le 19e point porte sur la mémoire, avec une nuance cruciale. Le signe précoce le plus caractéristique, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer, est précisément la perte de la mémoire immédiate ou à court terme. La personne se souvient parfaitement des événements vieux de 50 ans, son premier jour d'école ou son mariage par exemple, mais est incapable de se rappeler ce qu'elle a mangé au petit déjeuner ou de quoi elle parlait juste avant au téléphone. Elle peut oublier la visite récente de proches ou un événement important survenu la semaine dernière. La nouvelle information n'est tout simplement pas enregistrée dans le stockage à long terme. C'est la raison pour laquelle elle pose les mêmes questions. Pour elle, c'est une information totalement inédite à chaque fois. Cependant, la mémoire ancienne ou à long terme, surtout celle liée aux événements marquants et émotionnels du passé, peut rester intacte très longtemps. Ce décalage, une mémoire excellente du passé, mais un oubli total du présent, sème souvent le doute chez le patient lui-même et ses proches. L'entourage se demande comment peut-on parler de démence s'il se souvient de tout dans les moindres détails. Et voici enfin le 20e signe, un point que nous avons déjà abordé, mais qui mérite une attention particulière, les difficultés à s'orienter, y compris dans des lieux parfaitement connus. Certes, il y a le fait de se perdre dans son propre quartier, mais cela s'observe aussi à une échelle beaucoup plus réduite. Par exemple, avoir du mal à retrouver un rayon précis dans le supermarché où l'on a l'habitude d'aller toutes les semaines.
De même, dans un grand hôpital, la personne pourrait ne plus retrouver le chemin pour revenir du cabinet du médecin jusqu'à la sortie. Cela est lié à la dégradation de la capacité de notre cerveau à se repérer dans l'espace même en utilisant des points de référence familiers. La personne perd ce que l'on appelle le véritable sens de l'orientation. C'est une des toutes premières fonctions à pouvoir être altérée, car elle est directement connectée à l'hippocampe. Cette région du cerveau est essentielle à la mémoire et à la navigation, et elle est, malheureusement, l'une des premières touchées par la maladie d'Alzheimer. Ainsi, si un de vos proches, qui a toujours eu un excellent sens de l'orientation, commence subitement à se perdre et à avoir besoin d'aide pour se repérer, il y a là un signal d'alarme qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà, nous avons passé en revue une vingtaine de signes différents qui peuvent, attention, signaler le début de troubles cognitifs ou de démence. Comme vous l'avez constaté, cela va bien au-delà des simples problèmes de mémoire. On parle d'un changement de caractère, de difficulté à s'organiser ou à planifier, d'une grande apathie, ou même d'une perte de ces fameux repères sociaux. Le point essentiel à retenir, si vous présentez un ou même deux de ces symptômes, ce n'est absolument pas une raison de paniquer. Nous sommes tous de temps en temps un peu distraits, fatigués ou plus irritables que d'habitude. Cependant, si vous ou un de vos proches constatez une combinaison persistante de plusieurs de ces signes qui s'aggravent clairement avec le temps et commencent à perturber la vie quotidienne, alors là, il ne faut absolument pas l'ignorer. Et voici l'information la plus cruciale. Un grand nombre de ces symptômes peuvent être causés par des problèmes totalement différents et surtout entièrement réversibles. La dépression, une carence en vitamine B12, des soucis de thyroïde ou des effets secondaires liés à certains traitements médicamenteux, tout cela peut malheureusement imiter les signes de la démence. C'est pourquoi la première et la plus importante démarche n'est pas de faire un autodiagnostic basé sur une vidéo trouvée sur Internet, mais bien de consulter votre médecin traitant pour un bilan médical complet. Seul un professionnel peut effectuer les tests nécessaires et déterminer la véritable origine de ces changements. Merci d'avoir suivi cette vidéo essentielle jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Partagez-la avec ceux qui vous sont chers, car l'information et la sensibilisation restent nos meilleurs atouts pour protéger la santé de notre cerveau. Et dans les commentaires, dites-nous quel signe vous a paru le plus surprenant. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation? Échangeons ensemble. Prenez bien soin de vous et de vos proches.